Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. L'humilité et l'expérience sont le chemin de l'excellence. Ou quand plus grande est la prise en compte de l'humain et la résilience, plus grand est l'épanouissement des collaborateurs, profitable au développement de l'entreprise. Ce sont ces thèmes qui anime aujourd'hui nos deux invités que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Walid Nara, bonjour. Bonjour Virginie. Alors Walid, vous êtes un habitué maintenant du plateau à News Sécurité. Pour une troisième fois, oui. Voilà, et je rappelle tout de même que vous êtes président du groupe Triomphe Sécurité. Et puis j'ai également le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Horace. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Walid. Et donc vous êtes CEO et cofondateur de Pearl Crisis Response et on va expliquer ce qu'est cette organisation juste après. Alors, on va rappeler un petit peu, comme à l'habitude dans cette émission Top Sécu, la genèse de ces entreprises qui ont démarré pour le groupe Triomphe Sécurité. Tout a démarré en 2005, j'ai envie de dire le grand saut en 2005, pour une fratrie. Avant cela, Elias qui est le fondateur de cette entreprise et l'avant-dernier d'une fratrie de 6 enfants. Tout à fait. Baxé en poche, il arrive en 1991 à Paris pour entamer ses études universitaires. Exact. Et puis, Elias veut financer ses études et trouve un job d'été en tant qu'agent de sécurité. C'est bien ça. Voilà, et rapidement, on va voir que ses talents précoces d'organisateur et de meneur d'hommes l'amènent à vouloir aller vraiment vers la sécurité. Comme vous le dites, Walid, vous dites souvent que finalement, c'est la sécurité qui est venue à lui. Il l'a toujours dit, je n'ai pas choisi la sécurité, c'est la sécurité qui m'a choisi. Voilà. Et il avait raison. Voilà. Il avait vraiment raison. Et puis il vous appelle Walid, et il appelle votre frère Jean également à venir le rejoindre. C'est ça. Je suis venu la même année, quelques mois plus tard, le rejoindre. Et notre frère Jean, il est venu vers 3 ans plus tard aussi, enfin voilà, pour que le trio soit complet ici, et voilà. Et vous êtes sur la partie financière dans cette entreprise. Financière, comptabilité et tout le reste. Voilà. Vous démarrez avec quelques agents, une vingtaine d'agents? Il démarre avec un poignet d'agents, effectivement, mais avec des gens fiables et fidèles, des gens qui connaissaient lui avant, dans le groupe où il travaillait. Et en 2005, il prend l'initiative de créer son propre business. Il nous sollicite, il en parle. Bien entendu, sans hésiter, que ce soit Jean ou moi, on a répondu oui. Moi, j'ai abandonné mon activité dans le cabinet comptable où je travaillais. Et on est parti dans cette belle aventure, je dirais même, les démarches administratives à l'époque, tout ça, il fallait se déplacer, c'est moi qui ai tout fait. Et l'aventure est bien démarrée avec le temps et avec sa façon de faire. Et chacun de nous a apporté ses compétences et son savoir-faire. Ça fait un trio, on va dire, gagnant. Et bien entendu, aussi, tout c'est dû aussi à la fidélité de nos collaborateurs qui nous ont accompagnés dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours chez nous. Je ne parle pas des passagers, je parle vraiment du noyau dur qui a commencé avec nous et qui est toujours avec nous. Voilà, et vous le disiez tout à l'heure, avec des remises justement de médailles de fidélité. De 15 ans, disons 15 ans, cette année on a eu l'occasion, la chance, et moi j'ai eu la fierté de voir avec nous des gens qui sont là depuis 15 ans. Dès le premier jour, on va dire, depuis plus que 15 ans même, qui sont là, eux aussi étaient fiers. Donc le turnover, vous ne connaissez pas trop dans le sein du groupe Triomphe? Le turnover, il y en a toujours, mais grâce vraiment à ce taux de fidélité trop élevé, le taux de turnover est un peu plus bas que le normal, beaucoup plus bas que le normal. Ouais. Alors très vite, le groupe Triomphe Sécurité se déploie, grossit, croissance interne, avec en fait un développement, surtout au départ, des taux de croissance à 3 chiffres. Oui, tout à fait. Je reviens sur la croissance. Effectivement, c'est avant tout, je répète, c'est un groupe familial patrimonial. Et c'est un groupe avec toute la croissance, avec une croissance pérenne, interne, organique à 100%. C'est ça. Et
tout de suite. La confiance des partenaires, elle est là. Le savoir-faire est là. La présence d'Elias à la tête du groupe jusqu'au moment où il nous a quittés, ça fait beaucoup de bien pour le groupe. Et c'est dans ce chemin-là qu'on continue. L'aventure continue sans Elias, mais avec sa petite famille, avec son fils, son épouse, et bien sûr avec Jean, mon frère, et moi, et le reste de la famille d'Elias. L'aventure familiale continue. Voilà, on sent que c'est très soudé et avec cette famille, mais et en même temps au-delà, avec tout. Vous parliez de socle tout à l'heure, qui est essentiel et on le ressent bien au sein du groupe Triomphe Sécurité. Vous le disiez, croissance interne et puis aussi beaucoup la formation. Vous misez beaucoup sur la formation. Tout à fait. Un petit mot et on reviendra après tout à l'heure sur la formation. Elias, depuis le début, a compris que tout se passe par la formation. Depuis 2006, on a créé notre centre de formation à nous. C'est ça. Et on en parlera. De formation. Tout à fait. Voilà. Et on reviendra sur ce sujet. Et je précise aussi des circuits courts de décision, ce qui permet aussi d'aller plus vite et d'aller directement au but et en même temps de pouvoir se développer plus rapidement. Voilà, alors des circuits courts de décision, des décisions, vous en avez pris aussi, Philippe. Alors Philippe, je rappelle que vous avez une carrière de 21 ans en tant qu'officier supérieur de la marine dans les forces spéciales et dans le domaine du renseignement. Et vous avez été formé, vous me le rappeliez tout à l'heure, au Britannia Royal Naval College, avant d'être qualifié officier chef du quart et chef d'escouade des forces spéciales de la marine française. C'est bien ça ? Tout à fait. Voilà. J'ai cette chance-là. Vous avez donc été au cœur de nombreuses opérations de renseignement, notamment des missions dans les régions complexes et en crise d'Afrique, du Moyen-Orient. Et c'est ainsi que peu à peu, vous avez eu cette expertise et vous avez développé un très grand intérêt et des approches alternatives aux problématiques des entreprises privées dans le domaine du renseignement stratégique, à un carrefour des domaines à la fois géopolitiques, économiques et sociaux, en accordant une importance toute particulière aux signaux faibles et d'alerte avant la crise. Et c'est peut-être ainsi, petit à petit, que vous vous êtes dit « Pourquoi ne pas me jeter à l'eau, moi aussi ?» Oui. Il fallait se faire un projet pour sortir de l'armée. En fait, c'est 20 et quelques années d'armée. Il fallait changer un petit peu d'horizon. Et en fait, l'histoire de Pearl, c'est une histoire un petit peu d'amitié. C'est des rencontres, notamment avec deux personnes avec qui j'ai cofondé Pearl et avec qui nous étions rencontrés. Franck Chauty et Sébastien Fage. Tout à fait, donc au ministère de la Défense. Et qui sont sortis un petit peu avant moi du ministère de la Défense et qui avaient Franck, lui, qui s'était orienté vers la gestion de crise et Sébastien qui avait un regard très particulier vers la formation. Et en fait, lorsque je suis sorti, j'avais l'intention de créer, d'aller vers de l'entrepreneuriat. Je voulais une nouvelle aventure et l'entrepreneuriat s'y prêtait bien. Et donc avec Franck et Sébastien, nous avons décidé de créer Pearl, qui allie donc du consulting en gestion de crise, où on va préparer nos clients pour la gestion de crise, et Sébastien qui est donc avec l'aspect formation, et donc en fait on fait aussi des formations sur lesquelles je pourrais revenir, qui sont très originales et qui permettent de revenir sur les fondamentaux du management. Oui, alors Pearl, vous m'avez expliqué, c'était un acronyme. Oui. Si vous pouviez nous expliquer cet acronyme qui résume les différents impacts de crise. Donc exactement, c'est les différentes natures des impacts de crise qui sont résumés par cet acronyme. Donc alors c'est un acronyme anglais. Outre le fait que Pearl, c'était aussi un peu le bateau pirate et qu'on aime bien faire des unités spéciales, se voit un petit peu comme des corsaires ou des pirates, ou que c'est aussi un bijou, donc tout ça tombait très bien, mais aussi un acronyme. Donc le P, c'est pour les personnes, en fait, qui sont donc l'aspect humain qui va être touché, qui va être impacté lors d'une crise.
Le E, c'est pour l'environnement. On voit bien tous les aspects qui sont liés aux crises environnementales. Et puis le A, c'est assets en anglais, donc c'est les biens matériels ou immatériels. On pense aussi à tout ce qui est propriété intellectuelle, ce genre de choses. Le R, c'est pour la réputation, donc les enjeux d'image et réputationnels qui sont effectivement très très importants et qui conduisent à l'aspect communication de crise auquel en général on résume souvent la gestion de crise, mais ça n'est pas que ça. Et le L, c'est pour liability en anglais, donc qui veut dire la responsabilité. En fait, c'est tous les enjeux de responsabilité et ce à quoi sont tenues les entreprises. Voilà, alors comme vous le dites, vous avez une vision vraiment à 360. Exactement. Panoramique. Panoramique, c'est-à-dire que, en fait, notre approche, c'est celle, on s'intéresse à la prise de décision par les équipes de direction qui se réunissent en gestion de crise. Et on le voit, même si ce sont des gens qui sont extrêmement brillants, capés, etc., le fait d'interagir, de devoir travailler au niveau du collectif pose souvent problème pour aboutir en fait à un plan d'action un peu cohérent. Et donc on a une approche avec une méthode qui s'appelle Be Calm. Et donc c'est pas juste une injonction, en fait, c'est l'état en fait, final que les gens obtiennent grâce à cette méthode qui allie le comportement. Donc des aspects complètement, pour le coup, humains, qui sont liés aux soft skills, ou avec la confiance en soi, l'aspect gestion du stress, etc. Et puis, il y a une véritable méthodologie qui est hyper pragmatique, très très simple, et qui va permettre, en fait, à l'équipe déjà de s'organiser, on l'aide pour ça, bien sûr, et d'aboutir à un plan d'action, aboutir à une prise de décision. Voilà. Vous m'avez donné une définition pour vous de gestion de crise. Alors c'est intéressant puisque vous me dites finalement c'est quand l'homme a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. En fait, il y a souvent une différence qui est faite entre la gestion d'un incident et la gestion de crise. La gestion d'un incident, c'est, pour faire un parallèle, c'est l'entrepôt qui brûle. Donc, on a des procédures pour aller éteindre l'incendie dans l'entrepôt. Donc, on prend l'instincteur, la lance incendie, on appelle les pompiers, on finit par éteindre le feu. La crise, elle peut commencer alors même que cet incident a cessé. Et donc, on s'aperçoit que, en fait, après cet incendie, on a des blessés. Il va falloir les gérer. Donc, on revient au fameux P du Pearl. Il va falloir, donc il y a un aspect RH qui va être très très prégnant. Il va falloir faire attention effectivement au fait qu'il y a peut-être aussi des blessés qui ne sont pas forcément dans le périmètre de l'entreprise, des voisins, des prestataires, etc. Donc il faut aussi en tenir compte. Donc toutes ces parties prenantes qu'il va falloir intégrer. On peut avoir, dans cet incident initial, on peut avoir aussi un serveur qui a brûlé avec des informations qui malheureusement n'avaient pas de backup. Et donc là, ça a aussi des incidences qui vont se répercuter. Et c'est un petit peu l'onde de choc qui se répercute et qui va faire qu'on a cette impression que, à la fois, cette onde de choc se répercute sur toutes les activités, tous les assets de l'entreprise, en même temps qu'elle touche de plus en plus de parties prenantes. Et au bout d'un moment, ça paraît ingérable, tellement il y a effectivement de paramètres à prendre en compte. Et on peut avoir ce sentiment d'être dépassé. Et à ce moment-là, en fait, la prise de décision, comme je le rappelais tout à l'heure, arriver à reprendre un peu son calme, à être bicalme, va être extrêmement important. Oui, et rappeler aussi que la tolérance à l'erreur est très importante. En fait, lorsque, je disais il y a un instant, la gestion de l'incident, ça va être... au départ, prescrit grâce à des procédures qu'on écrit. Le problème de la gestion de crise, c'est que là, on entre dans quelque chose qui est entièrement nouveau. Et cette nouveauté a tendance à nous... c'est ce qu'on disait à un instant, à nous faire perdre un peu nos moyens. Et donc, il faut non plus des procédures, parce qu'on est face à une situation qui n'était pas prévue. Donc, ce n'est plus des procédures qu'on avait écrites. Maintenant, c'est une méthode pour arriver à créer, à inventer, à être inventif. Et quand on invente, qu'on a besoin de cette audace, de cette confiance en soi, on doit se permettre des erreurs. On va tâtonner, on va faire des erreurs. Et vous m'avez même dit, en préparant la mission, quand on parle de l'humain, parfois, il ne faut pas hésiter à le sortir du bureau et lui faire vivre une véritable aventure, quelque part. Sortir du contexte. Tout à fait. C'est le deuxième volet, effectivement, de ce qu'on propose à nos clients, en leur proposant, en fait...
lorsqu'on est des consultants, on vient chez eux, on les aide à s'organiser, à se préparer par des exercices, etc. Parce qu'effectivement, il y a ces actes réflexes, comme on dit un petit peu dans l'armée, qui vont être nécessaires pour se préparer à de nouvelles situations. Et on peut en fait suivre un petit peu le cheminement inverse, mais toujours avec le même objectif, hein, c'est un peu notre ligne directrice. On va prendre les gens, on les sortir de leur bureau et les amener vivre une aventure. C'est ça. En les amenant bien sûr dans notre univers, hein, celui des unités spéciales, mais avec une pédagogie qui est extrêmement solide, et on leur fait vivre cette aventure avec des ateliers, avec des objectifs qui sont liés justement à la prise de confiance, à la constitution du collectif. Quand je dis constitution du collectif, c'est-à-dire un collectif qui fonctionne. La finalité, c'est de pouvoir décider ensemble pour pouvoir effectivement agir ensemble. Voilà, donc ça permet aux gens de mieux se connaître très très rapidement. Voilà, c'est du team building, mais dans la version, je dirais, noble du terme. Voilà, on reviendra sur aujourd'hui où vous en êtes et vos objectifs. Avant ceci, Walid, on le disait tout à l'heure, hein, une entreprise qui a grossi, vous êtes à 3700, je crois. 3700 collaborateurs, oui, c'est collaboratrices. Ça, en quelques années, ce petit groupe familial a vraiment grossi et est devenu très conséquent. Je rappellerai quand même, on en parlait tout à l'heure également, ce qui fait, en fait, peut-être pas la particularité, mais ce qu'on note quand on rentre au sein de vos locaux, c'est cette ambiance très chaleureuse, très humaine. Je reviens vraiment sur le côté humain, où je me rappelle, c'est pareil, Elias disait, lorsqu'il a créé ce groupe, que les notions managériales classiques, froides, il n'en voulait pas. C'est exact, c'est toujours notre politique, c'est vraiment d'être le plus proche possible de nos collaborateurs et au-delà de ça, là où tendre toujours la main pour présenter ou faire ou donner l'aide au moment où, à n'importe quel moment, un collaborateur aura besoin d'un soutien, que ça peut être financier, ça peut être moral, ça peut être autre chose. Et là-dessus, on n'a jamais déçu un de nos collaborateurs et c'est ce qui fait vraiment l'unité et la force de nos équipes. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes dans le top 10 ? Oui. Et vous êtes même le premier numéro 1 en tant qu'indépendant. Qu'indépendant, oui. On est dans les top 10 depuis plusieurs années déjà. Et effectivement, c'est toujours pareil. Hein, c'est ce qu'on pratique à l'interne. On essaie de le pratiquer à l'externe. Et heureusement, en France, il y a encore vraiment des donneurs d'ordre, des partenaires qui arrivent à faire la part des choses et arrivent à distinguer entre société de sécurité tout court, lambda, qui est là juste pour présenter un agent et mettre devant la porte. Et nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment de sortir l'idée des esprits, dire un agent, c'est pas un vigile devant une porte. Et ça, il faut supprimer cette notion. Et même le mot vigile tout court, enfin, moi, je suis pas pour du tout. Oui. Ça commence à changer. Ça commence à changer, voilà. Il y a beaucoup de travail à faire. Et voilà, c'est qu'on est fort en proposition, on est fort en solution, on est fort en même gestion des crises ou pendant la crise, pareil, on essaye de mettre tous les moyens. Les moyens n'ont jamais été un sujet ou une question à triomphe. Là, il faut le mettre, on les met. Voilà, alors plus de 60 enseignes aujourd'hui, 600 sites ? À peu près 600 sites repartis sur l'ensemble des territoires français, au moins en très grande partie, hein, mais je précise que Paris-Île-de-France, on a à peu près pour presque 2700-2800 agents sur les 3007 repartis dans toute la France. Oui. Alors parmi vos priorités, il y a notamment l'engagement du groupe Triomphe pour l'inclusion et la diversité. Là, on revient encore sur le capital humain avec votre démarche RSE qui est très forte. Voilà. Alors, l'engagement de l'humain, je veux juste signaler 90% ou 85% de nos encadrants ou de nos cadres sont l'issue de promotion interne de Triomphe. Voilà, on a des responsables, des directeurs aujourd'hui ou des régionaux qui ont commencé agents de sécurité, chefs de poste, chefs de site. Voilà, maintenant ils font partie des régionaux ou de CODIR ou autres. Et l'engagement avec toute la partie RSE, c'était une décision que moi j'ai prise et un engagement que j'ai pris aussi il y a 2 ans. Il a fallu
aller dans ce chemin-là que je ne connaissais pas du tout, j'ignorais complètement. Il a fallu faire appel à des conseillers externes qui nous ont accompagnés. Et maintenant, aujourd'hui, on est à notre deuxième rapport extra-financier. Ouais. On a même sorti à notre niveau le bilan carbone. Ouais. Ce sont peu les sociétés qui ont pu faire ça. On a créé un groupe des ambassadeurs qui expliquent, qui ramènent les gens dans cet esprit, dans ce sens-là. Expliquer c'est quoi une responsabilité, une RSE ou autre. Et on a trop avancé là-dessus. Et bien sûr, on est très bien noté même par les organismes spécialisés en matière, sans les citer, Covedis, Global Impact, voilà, et ce genre de choses. Ouais. On avance trop, on accompagne ça, et ça solde même par des embauches maintenant. On a une équipe embauchée pour ça, parce que ça fait partie de notre engagement. Et à Triomphe, lorsqu'on s'engage, on va jusqu'au bout, sinon c'est pas Alors toujours dans cette politique RSE, vous faites du sponsoring sportif, notamment avec Handisport. Pour compléter l'histoire, oui, on a créé Triomphe Sport Team et on accompagne, on sponsorise depuis l'année dernière 3 para-athlètes pour les accompagner, les encourager et franchement les soutenir pour qu'ils préparent de la meilleure façon les Jeux Olympiques qui les attendent courant août 2024. Voilà. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on tient, on va le suivre. On est même allé acheter des billets et les encourager dans quelques compétitions, quelques matchs qui ont eu lieu. Et comme j'ai dit, on va jusqu'au bout dans notre engagement un peu partout, mais c'est notre façon de le faire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler lors du gala des directeurs sécurité le 19 mars prochain. Voilà, c'est un vrai thème qui nous anime et qui nous passionne tous, et en plus c'est l'année. Voilà. On continue sur la politique RSE. Un contrat d'apprentissage aussi a été proposé à un jeune athlète de rugby. Jeune athlète, oui, tout à fait. De rugby sur chaise roulante. Ouais. Et bien sûr, c'est le même accompagnement, même encouragement. Même les moyens sont mis, financiers ou autres. Ouais. Et je rajoute aussi, même pour compléter, boucler notre affaire RSE, le groupe s'est engagé également dans les actes caritatifs. C'est très bien. On a créé il y a 2 ans ou 1 an et demi le fonds de dotation qui s'appelle le Triomphe du Cœur. Et c'était un hommage à Elias. Et ce fonds de dotation qui s'occupe notamment de toute la partie, les recherches à la mort subite des adultes et les aides apportées à des élèves pour leur scolarité, des élèves démunis, aux enfants démunis pour leur scolarité. Voilà. Oui, tout à fait, et c'est bien de le rappeler également. Voilà, alors il y a d'autres priorités, mais c'est vrai que c'est un gros volet, il y a d'autres priorités. Vous en parliez tout à l'heure, la formation, la montée en compétences des collaborateurs, et c'est comme ceci que petit à petit on voit que justement c'est aussi un moyen de les garder et de leur permettre d'accéder à d'autres postes. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, la formation, on a compris, Elias a compris dès le début, il faut accompagner nos agents et pour la compétence et la qualité, il faut de la formation. On a créé notre centre de formation en 2006, que j'étais moi-même président, que je suis toujours. Et le centre de formation est dédié à 4,25% à nos personnes, à nos agents à nous, nos collaborateurs à nous. Soit des mises à niveau, de recyclage, des formations et tout ce qui fait, même les formations non obligatoires. On fait 15%, c'est dédié à 2-3 partenaires privilégiés chez nous, mais tout passe par la formation. Aujourd'hui, notre centre de formation, c'est 280 sessions par an, 1900 stagiaires et plus que 4300 heures de formation par an. Bien sûr, avec tous les agréments, tout ce qu'il faut pour assurer ce métier, tout ce qui est lié au métier de la sécurité. Voilà, et puis dernier point, le développement des filiales. Le développement des filiales, bien entendu, pour distinguer les choses et pour qu'il n'y ait pas vraiment de confusion je dirais plutôt pour aller directement qui fait quoi, il a fallu créer plusieurs filiales. Chaque filiale a sa spécialité. On a créé, bien entendu, il y a Triomphe Sécurité qui est avec Étoile Protection, c'est les 2 filiales qui s'occupent de la sécurité humaine en direct. On a d'autres filiales, on a une qui fait les gardes rapprochés. On a une filiale qui est spécialisée dans les événementiels. Et on a une filiale
pareil dans les événementiels, mais cette fois-ci, c'est pour la partie d'accueil, hôtes et hôtesses d'accueil, plus le centre de formation. Voilà. Et chez nous, on a opté pour un système simple, un holding et des filiales. Il n'y a pas... Voilà. Là, c'est très simple à nous trouver. Très simple, mais également un très beau développement, on le voit. Alors, quand on parle de développement, Pearl également se développe. Oui, alors ce que vient de dire Walid est très inspirant, mais on en est vraiment loin. C'est normal, vous êtes beaucoup plus jeune. Voilà, on a été en 2019. Oui. Ouais. Et donc c'était une période un petit peu compliquée en fait finalement pour créer une entreprise 2019, donc au moment où je suis sorti effectivement des armées. Voilà, donc comme quoi, voilà, c'est une leçon d'humilité. Et la résilience, on en parlait en début. Exactement. Voilà, il en faut. Ah, il faut de la ténacité. Et bon, apparemment, on doit en avoir. Oui. Alors, vous êtes reconnu quand même aujourd'hui sur la gestion de crise pour cette prise de décision dont on parlait tout à l'heure. Pour vous, c'est le chez nous manquant, c'est aussi le fait que parfois, on oublie que tous les collaborateurs au sein d'une entreprise, toutes les fonctions métiers peuvent être et doivent être impliqués. Disons que ce dont on s'aperçoit souvent, c'est que en fait, de très loin, lorsqu'on parle de gestion de crise, le terme est un petit peu... un terme trop générique, évidemment, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et quand on s'approche, quand on a la focale qui grossit un petit peu, on s'aperçoit que finalement, il y a différents angles de vue, il y a des complémentarités possibles. Tout le monde n'est pas forcément en concurrence, donc c'est à étudier. Et une des caractéristiques, je prends l'exemple de la cybersécurité, par exemple, on en avait déjà parlé ensemble, mais on voit bien qu'en cybersécurité, beaucoup de cabinets qui font de la gestion de crise cyber ont pour correspondant le RSSI, par exemple. Et donc, ça reste souvent à un niveau technique. Et ces boîtes de gestion de crise cyber sont cantonnées, en fait, finalement, au niveau technique, alors que probablement, elles aimeraient ou elles pensent pouvoir apporter autre chose. Et donc, nous, par exemple, on a cette complémentarité. On leur apporte, on peut travailler donc avec d'autres, on peut apporter chez les clients des solutions cyber, évidemment, avec nos partenaires, mais on peut se greffer avec d'autres sociétés et on va compléter en s'occupant de l'étage supérieur, l'étage stratégique, pour l'impliquer dans l'exercice, pour faire comprendre effectivement à ces équipes dirigeantes qu'elles ont un rôle à jouer dans des incidents qui sont en apparence techniques, mais comme on le disait tout à l'heure, qui ont de véritables conséquences en termes de crise. Voilà, donc impliquer effectivement tout le monde, et c'est votre force. Vous avez également une très grande force, c'est que vous êtes créatif et agile. Oui, alors c'est l'avantage de ne pas être non plus une grosse entreprise. C'est un petit peu aussi le modèle, même si effectivement le modèle que décrivait Walid tout à l'heure est quand même inspirant. On n'atteindra jamais ce niveau-là, mais c'est pas non plus le but. On est effectivement plus un cabinet de consultants avec un aspect formation. Et nécessairement, il y a je pense que c'est lié à notre passé aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le renseignement, on pense à beaucoup de choses qui sont peut-être un petit peu caricaturales. Mais en fait, l'écoute est extrêmement importante. Et on a cette écoute active, en fait, avec nos clients. On les fait parler, mais dans le bon sens du terme. On les écoute, on écoute leurs besoins et on adapte, on calibre la réponse à leurs besoins, à ce qu'ils sont. Et on essaie... Souvent, les gens nous demandent, on veut une organisation de gestion de crise, mais en fait, c'est pas suffisant. Il faut rentrer plus loin dans le détail, comprendre même quelle est leur culture. On parlait tout à l'heure de l'approche de l'erreur. C'est entièrement lié à la confiance. Lorsque vous rencontrez les dirigeants d'une société, vous voyez immédiatement le rapport qu'ils ont à la confiance et donc à l'erreur, et vous allez donc pouvoir ajuster la réponse à cette culture. D'où l'écoute très importante et puis aussi l'humilité. Vous le rappelez assez souvent, il faut être plein d'humilité. Vous êtes là pour aider les personnes à se préparer, mais vous n'allez pas vous substituer à ces personnes, ce qui est essentiel, et puis leur faire comprendre que ce sont justement eux qui ont les clés. Exactement. On n'est pas là pour prendre leur place. Ce qui, des fois, surprend un petit peu. On voit bien que... parce qu'ils vous aimeraient bien vous laisser le bébé et vous dire vous vous débrouillez avec ça. Des fois, oui. Alors, nous, ce qu'on se préconise et ce qu'on préconise à nos clients, c'est d'intervenir, en fait, de venir en amont d'une crise pour s'y préparer, pour se donner justement un petit peu de temps pour développer ce mindset de gestion de crise, d'agilité, qui va permettre, le jour où ça arrive, de mieux passer cette situation, de mieux s'adapter et de moins souffrir. En fait, finalement, il y a cet aspect-là qui compte énormément, c'est arriver à limiter
la souffrance. Ouais. Ouais. Alors, on parlait de développement tout à l'heure, hein, on l'a dit, vous avez démarré durant cette crise Covid, vous aviez commencé à travailler avec des personnes que vous connaissiez, des entreprises, des acteurs, plutôt à l'étranger. Vous vous êtes recentré aujourd'hui davantage sur le territoire français et là, vous êtes dans la phase, on va dire, de développement, de prospection auprès de différents acteurs. Oui. Alors, notre développement, il a été entièrement dû, du début jusqu'à présent, au bouche à oreille. Ouais. Et je dirais que le retour positif là-dedans, c'est qu'on a tous nos clients qui nous renouvellent leur confiance à travers des engagements qui sont de plus en plus longs. Donc, effectivement, avec des engagements sur 3 ans pour se préparer, effectivement, avec graduellement à pouvoir augmenter la résilience dont on parlait tout à l'heure. Et puis, cette année, puisqu'on est encore au mois de janvier, qu'on peut se souhaiter un certain nombre de bonnes choses. Je veux les souhaits de cette année. Et donc, c'est effectivement augmenter cette capacité, en tous les cas, de prospection, ce qui est un petit peu l'élément manquant dans notre positionnement commercial et qui va permettre de toucher un certain nombre d'entreprises qui ne nous connaissaient pas jusque-là. Donc, voilà. C'est toute la démarche. Ouais, ouais. Et puis, avec cette notion de partenariat, quand même aussi, qui vous permettent d'avoir cette capacité d'aller peut-être plus vite sur cette approche et d'aller chercher, et d'aller rencontrer d'autres acteurs. Alors, effectivement, on parlait d'humilité tout à l'heure, on ne sait pas tout faire. On n'est pas capable de tout faire. En revanche, on a cet écosystème de partenaires avec lesquels on travaille. Ça va de psychologues, coach pour l'aspect facteur humain, jusqu'à des sociétés qui sont effectivement des partenaires pour la sécurité, la communication de crise, etc. Donc tous ces partenaires permettent à la fois venir nous compléter, ou nous éventuellement d'aller les compléter, et ça fait autant de possibilités effectivement pour trouver des clients communs qui expriment leurs besoins au fur et à mesure que la confiance augmente avec nous ou avec nos partenaires. Voilà, et 2024 va être cette année de progression et de développement avec tout ce que vous avez mis en place durant ces dernières années. Le développement, vous allez le continuer également? On va continuer également. Là, on part sur une phase un peu sélective, on va dire. Voilà, là, nos partenaires avec qui on travaille depuis plusieurs années, on continue, on n'hésite pas de répondre oui. Des nouveaux marchés, on dit pas non, mais c'est vraiment, il faut que ça soit bien étudié selon certains critères. Ouais. Et nous, tout ce qu'on souhaite aussi, c'est de proposer ce qu'on sait faire, ce qu'on fait actuellement à des nouveaux partenaires, ou voir aussi proposer à nos partenaires d'autres activités, d'autres choses que jusqu'à maintenant on n'a pas fait avec eux, notamment dans l'histoire d'événementiel. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a 2 ans. On l'a proposé, ça marche très bien, et continuer sur cette lancée-là. C'est ça, vous n'allez pas tous azimuts sur différentes diversifications, on va dire, vous êtes vraiment sur la performance. Et le savoir-faire. Le savoir-faire et la qualité de service. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous espère et on espère également en 2024 que ça va continuer, mais il n'y a pas de raison. Ce groupe est tellement très bien parti qu'il n'y a aucune raison. En tout cas, je vous remercie tous les deux, Philippe et Walid, pour votre venue sur ce plateau. Et puis, on ne peut que vous souhaiter le meilleur pour 2024. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur News Sécurité et à très bientôt pour une nouvelle émission Top Sécu.